sur cette offensive, Joe Biden, quand il s'est rendu au Proche-Orient, a dit à son homologue israélien, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que les États-Unis après le 11 septembre. Est-ce que cet avertissement a été entendu, ou est-ce qu'au fond, ces victimes civiles palestiniennes qui se multiplient montrent que, de ce point de vue-là, il y a un risque, voilà, de surenchère et de fuite en avant de la part du gouvernement israélien? Oui, parce que le gouvernement israélien a absolument besoin de restaurer sa propre crédibilité militaire, y compris aux yeux de ses alliés dans les gouvernements arabes, puisque s'il y a eu les accords d'Abraham, c'est aussi parce que... Les accords d'Abraham, rappelons, accords économiques avec toute une série de pays dans la région. Pas seulement économique et militaire. Militaire, diplomatique. Puisque, alors, vous avez l'économie, par exemple, les Émirats qui financent des startups israéliennes et qui mettent des pétrodollars ou des gazodollars, si vous voulez, dans la startup nation, comme on dit. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi, en contrepartie, les Émirats qui disposent de systèmes de défense, systèmes électroniques qui contribuent à les protéger des menaces iraniennes. Le Maroc qui dispose d'armements israéliens pour le protéger contre les menaces algériennes, etc. Mais toute cette question-là, elle est vitale pour Israël, qui n'a plus de crédibilité militaire. Pourquoi voudriez-vous que des gouvernements arabes, face à leur opinion publique, on a vu au Maroc les très importantes manifestations en soutien à la Palestine, s'engagent dans cette voie si en plus Israël n'a plus de crédibilité militaire? Il faut voir que la barrière de sécurité, moi j'ai passé très nombreuses fois cette barrière. Vous êtes allé à Gaza plusieurs fois pour rencontrer notamment les dirigeants du Hamas, qui a changé entre le Hamas sur lequel j'ai travaillé il y a une dizaine d'années et celui d'aujourd'hui qui me semble être complètement entre les mains de l'Iran et le fer de lance, ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranienne dans la région. Il y a une différence. Et à l'époque, traverser cette barrière, c'était quelque chose d'extrêmement complexe. Il y avait l'électronique partout. Comment est-ce que cette barrière a été désactivée? Ça n'est pas par le garagiste du Hamas, si vous voulez. On a là des services de sécurité d'un autre État qui ont été là. Et on voit bien que dans cette affaire, ce n'est pas seulement Israël contre la Palestine. C'est aussi l'Iran qui essaye d'apparaître comme le héros AUT et OS au bout de la cause arabe, palestinienne et musulmane face à l'Arabie saoudite. Rappelez-vous que l'attaque du 7 octobre a été déclenchée à la fois en souvenir du 6 octobre 1973, la guerre du Kippour, du Ramadan, avec un effet de surprise, a fait écho au 11 septembre, puisque dans les deux cas, on montre que l'Amérique d'un côté et Israël de l'autre sont des colosses aux pieds d'argile. Et surtout, après la visite de deux ministres israéliens officiellement en Arabie saoudite, l'Iran craignant à ce moment-là que l'Arabie saoudite dispose d'aide, par exemple du dôme de fer israélien, pour empêcher que les Houthis, ces rebelles du Nord-Yémen, qui tirent en ce moment des missiles sur les bateaux qui circulent dans le golfe d'Aqaba. Un missile est tombé sur l'Égypte à Taba récemment. Aqaba, c'est-à-dire Eilat également. Donc, ne soit impacté par ces missiles. Vous voyez, donc il y a tout un phénomène assez complexe dans la région où on voit l'imbrication. De risque de contagion. Et aujourd'hui, c'est bien le problème. Et c'est la hantise, bien sûr, des États-Unis, puisque si la situation passe un certain stade, ils ne peuvent plus mettre en place ces accords d'Abraham qui sont quand même qu'à un quart aujourd'hui. Or, pourquoi est-ce que les États-Unis font ça aussi? Parce que, bien sûr, M. Biden est en campagne électorale de réélection, et puis parce qu'il n'y a pas que ça à faire pour les États-Unis. Ils ont d'autres fronts. Tous les autres fronts question Ukraine, la lutte contre la Chine. Et donc, les accords d'Abraham, c'était l'occasion de considérer que, au fond, les Arabes et les Israéliens se débrouiller entre eux. L'Amérique n'avait pas besoin, c'est quand même en Amérique le traumatisme de la guerre en Irak, vous venez d'en parler, c'est-à-dire des boys et des girls qu'on envoie se faire tuer pour rien. Gilles Kepel, je voudrais aborder avec vous la question des otages. Ça fait partie évidemment des objectifs de guerre menés par le gouvernement israélien. Les libérer, l'armée israélienne a sauvé une soldate israélienne qui était otage à Gaza. Le Hamas a publié une vidéo de propagande où on peut voir 3 femmes otages israéliennes. Il y a toujours ce dilemme pour Israël dans sa riposte, mais le gouvernement fait le pari de mettre les ravisseurs sous pression en continuant cette offensive. Est-ce qu'on peut mener ces deux objectifs de front? Alors, il semble effectivement que l'offensive soit construite en fonction de cela. C'est-à-dire qu'il y a des avancées et des reculs
des négociations qui sont toujours ouvertes, dont on ne sait rien puisqu'elles sont évidemment secrètes, et qui, à mon sens, ne se font pas, là encore, avec les gens du Hamas sur place à Gaza, mais avec leurs dirigeants qui sont au qui Qatar. vivent à Qatar dans des grands hôtels, Ismaël Haniyeh, Khaled Meshal, etc., et derrière avec l'Iran. Puisque c'est d'une certaine manière l'Iran qui tient les ficelles du système régional, de l'axe de la résistance, et l'Iran est inquiet également parce que si la violence passe un certain point, ils risquent eux-mêmes d'être impactés. Et on voit par exemple que le Hezbollah, qui aurait pu être activé par l'Iran à partir du sud Liban, pour l'instant ne s'avance pas, puisqu'ils craignent effectivement la violence de la riposte israélienne. Mais c'est une guerre psychologique que mène le Hamas avec ses otages. On a vu cette vidéo de propagande. Oui, tout à fait, parce que certains craignaient qu'une offensive massive sur la bande de Gaza se traduise, offensive israélienne massive, se traduise par l'exécution, la mise à mort des otages, d'une certaine manière des scènes comme celles qu'on a vues le 7 octobre. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le cas. Et c'est bien pourquoi, me semble-t-il, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais l'enjeu des négociations se passe au Qatar. Le Qatar s'est engagé comme négociateur, mais joue sa crédibilité dans cette affaire aussi. Et donc, on a des acteurs d'un certain niveau dans les États de la région qui sont tous en train de se regarder. C'est pourquoi aujourd'hui, la situation est si volatile. Et on aurait pu s'attendre effectivement à ce que dans la bande de Gaza, il y ait eu des massacres d'otages, mais finalement, c'est aussi... Il y a des otages aussi qui sont retrouvés morts, bien sûr. La jeune Shani Louk, par exemple. Voilà. Mais c'est aussi, bien sûr, pour le Hamas et ceux qui le soutiennent en Iran, et en particulier ceux qui essayent d'influencer dessus au Qatar, une opportunité de gagner des points dans la guerre psychologique, dans la guerre de l'opinion publique qui va peser de manière considérable. Les actes antisémites. Ces opinions publiques, elles risquent de se retourner rapidement avec les scènes, avec la situation humanitaire qui se dégrade. On voit poindre dans la rue arabe notamment cet argument du deux poids deux mesures entre les victimes civiles palestiniennes et les victimes israéliennes. Ça, c'est un risque pour Israël? Oui, bien sûr, et ça se produit aussi dans la société française et dans ses diverses composantes, avec à cette différence près que pour l'instant, les massacres de la razzia du 7 octobre ont fait l'objet d'une immense publicité obscène, répugnante sur les réseaux sociaux, et que de l'autre côté, on n'a que des images de bombardement et on n'a pas la possibilité d'identification, de rejet avec la même force. Donc c'est aussi pourquoi certains parlent de deux poids, deux mesures, mais tout se joue en ce moment, et c'est pourquoi la situation est particulièrement surveillée ici dans la société française.